Bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique des Mérovingiens aux Carolingiens. Cette vidéo va me permettre de vous expliquer comment on est passé des rois mérovingiens aux rois carolingiens. Alors, c'est parti! Le déclin des rois mérovingiens de 639 à 714. En effet, on sait bien que les mérovingiens ne règnent plus à partir de 751, mais je le divise en plusieurs périodes. Et la première va de 639 à 714. À partir de 639, à la fin du règne de Dagobert Ier, commence l'époque des souverains que la biographie de Charlemagne et Ginard nomme les rois feignants. Au IXe siècle, dans sa Vita Caroli, vie de Charlemagne, cela pour légitimer la prise de pouvoir carolingienne. En réalité, leur inaction s'explique surtout par leur faiblesse et leur impuissance. Souvent très jeunes, les querelles familiales pour le pouvoir ne leur laissent qu'une espérance de vie très faible et les souverains mérovingiens deviennent les jouets de l'aristocratie. D'autre part, dans un contexte général de crise économique en Occident, les richesses acquises par leurs prédécesseurs s'étaient considérablement amenuisées à la suite de l'arrêt des campagnes militaires pour étendre le royaume. Au détournement de l'impôt et aux dépenses engagées pour venir à bout des révoltes et pour acheter la fidélité des vassaux. L'autorité des Mérovingiens s'affaiblit donc pendant cette période de pauvreté et de déclin de la monarchie, tandis que s'imposent peu à peu les maires du palais, appelés Maior Dominus ou Magister Paliti en latin. Étant issus de celle-ci, en effet, le maire du palais défend naturellement les intérêts des nobles, ce qui valut aux détenteurs de la charge un prestige croissant. Progressivement, la charge de maire du palais consista notamment à déclencher les guerres, à négocier les accords avec les pays voisins, à nommer les évêques, les ducs et les comtes. Et les évêques étaient très importants à l'époque, c'était la base du pouvoir mérovingien. Des trois maires du palais, celui de Bourgogne disparut assez tôt, parce qu'il y en avait un en Neustrie et en Austrasie aussi. Puis la lutte va s'engager entre les deux autres. De plus, ayant perdu des évêques, base du régime, le régime ne fut pas aidé. Les premiers maires du palais, à l'origine, le maire du palais était l'intendant du roi. C'est un serviteur chargé des affaires domestiques du palais. À la fin, n'étant pas roi, il a des prérogatives importantes. Bathilde est les maires du palais. Elle épouse Clovis II, roi de Neustrie et de Bourgogne. Quant à la logique de cette série d'événements, la géographie est très vague et se contente d'un commentaire. Elle a eu 5 enfants, dont Clotaire III, roi de Neustrie et de Bourgogne, Childéric II, roi d'Austrasie, et Thierry III, qui succède à Clotaire III. À la mort de son mari en 657, elle exerce sa régence au profit du seul Clotaire, et soutenue par Erchinoald pour éviter de démembrer le royaume. Mais il semble qu'elle doive affronter la fronde des grands d'Austrasie, aspirant à la renaissance du royaume d'Austrasie, qui est une des grandes région importante du monde mérovingien. Afin de conserver la paix et l'unité du Regnum, elle accepte de laisser Childéric, son second fils, monter sur le trône d'Austrasie sous la tutelle de Wulfolad. La reine s'entoure de conseillers ecclésiastiques, des évêques, des abbés. Veillant donc au respect des règles dans le clergé, elle comble l'église de bienfaits, relevant des menacés en fondant de nouveaux. Elle évite les conflits, veille à l'application de la justice et envoie des missionnaires en Allemagne. Curieusement, la vie de Saint Wilfrid, du moine anglo-saxon, donne de Bathilde une toute autre image. Cependant, il est peu probable qu'une reine qui aurait fait exécuter plusieurs évêques ait été canonisée. Donc voilà, là on a encore des histoires, des difficultés, des régences. C'est pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure. Pépin de Herzal est l'unité du royaume. Il est cité pour la première fois vers 675 comme duc d'Austrasie et en compagnie de Martin, duc de Champagne, en lutte contre Hébroin, maire du palais de Neustrie. Mais ils sont vaincus en 679 à Laon et le duc Martin est tué. Hébroin est assassiné en 681. Ouais, ça commence déjà bien, par un seigneur franc, Hermenfroy, qui se réfugie à la cour d'Austrasie. Après une période de paix troublée avec le maire du palais neustrien, la guerre reprend en 687 et Pépin, après avoir défait le maire Berthard à Terti, prend le contrôle de tous les royaumes francs à partir de 690. Laissant l'Aquitaine de côté, il soumet ensuite les seigneurs de Saxe, de Frise, de Bavière et de Alémanie. L'autorité de Pépin fut acceptée difficilement, la Neustrie acceptait mal la domination de ce duc austrasien. La soumission de la Bourgogne et de l'Aquitaine n'était que nominale. La méthode qu'il utilise inspire tous ses successeurs, jusqu'à Charlemagne. Il y a en effet conquête militaire et christianisation. Et donc, ça va faire qu'on va avoir un maire du palais qui va être le maire du palais de tout le royaume mérovingien. C'est-à-dire quelqu'un de plus puissant que le roi, mais qui n'est pas roi. Et là, tu vas me dire, ton Pépin Herzal, je m'en bats le kiki. Oui, mais c'est un Pipinide, ancêtre des Carolingiens,
il est le père de Charles Martel, qui est né en 686. C'est un homme d'État, chef militaire franc, hein, duc des Francs et maire du palais, hein, dirigeant la Francie de 718 jusqu'à sa mort. Hein. Après une petite guerre de succession à la mort de son père, parce que bon, il y avait des frères, il a fallu qu'ils se fassent la place, Charles affirma avec succès ses prétentions au pouvoir, et en successeur de son père, et en tant que maire du palais dans la politique franque. Continuant et s'appuyant sur l'œuvre de son père, il rétablit le gouvernement centralisé en Francie et commence sa série de campagnes militaires qui va rétablir les Francs comme les maîtres incontestés de toute la Gaule. Après un travail pour établir l'unité en Gaule, l'attention de Charles fut tournée sur les conflits étrangers et traiter de l'avance musulmane en Europe. Voilà. La bataille de Poitiers contre les musulmans, c'est lié à ça. Donc, ses fils Carloman et Pépin, hein, ce dernier va devenir le premier des Carolingiens. Hein. Le petit-fils de Charles, Charlemagne, va inclure une grande partie de l'Ouest et étendre le royaume France, ce qui va faire de lui, Charlemagne, le grand empereur que l'on connaît. Un de ses fils, en 749 ou 750, Pépin envoie une délégation franque auprès du pape Zacharie pour lui demander l'autorisation de mettre fin au règne décadent des Mérovingiens et donc de prendre la couronne à la place de Childéric III. Le pape, qui ne peut plus compter sous l'empereur à Constantinople pour faire barrage aux Lombards et soucieux d'obtenir le soutien du royaume franc, en lieu et place accepte la requête de Pépin en déclarant que celui qui exerce véritablement le pouvoir porte le titre roi. Notifiant son soutien envers les Pipinides, le souverain pontife promulgue une prescription apostolique afin que l'ordre du monde ne fût pas troublé. En novembre 751, Pépin dépose Childéric III pour se faire élire roi des Francs. Cette élection se passe pour une fois sans effusion de sang. On voit le progrès. Après avoir été déposé, Childéric III est tonsuré, il perd les cheveux longs, signe de pouvoir chez les Mérovingiens. En gros, il est rasé à blanc. Il va finir ses jours enfermé dans un monastère. En 753, Pépin le Bref envoie Schrodengang de Metz pour conduire dans le royaume des Francs le pape Étienne II. Le pape Étienne se résout à traverser les Alpes pour solliciter l'aide du roi des Francs, ce qui fait que, malgré un premier sacre religieux, en 751, Pépin le Bref va être sacré à nouveau par le pape. Au palais du Pont-d'Illon, au sud de la Champagne. Vient au devant du pape Étienne II et avec ses déférences prend la bride de son cheval, reproduisant de sorte de gestes d'élégance et d'allégeance de l'empereur Constantin le Grand à l'égard du pape Sylvestre Ier. À la suite de cet habile acte politique, Étienne II propose à Pépin une alliance par laquelle il confirmerait par un second sacre fait par lui-même la grâce divine sur le roi des Francs. Vous imaginez un peu la légitimité du gars, Voilà, ça se fera en avril 754. En conclusion, les divisions et les difficultés politiques, économiques et religieuses des Mérovingiens vont amener les Pipinides, ancêtres des Carolingiens, de prendre de plus en plus de pouvoir jusqu'à les déposer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!